on peut vouloir chercher à développer la force max dans des modalités qui induisent le moins de fatigue possible. Et du coup, si on a des modalités qui induisent pas tant de fatigue que ça, comme l'overcoming, mais qui permettent de maintenir la force max, on a tout intérêt de le faire, quoi. Et en fait, l'intensité maximale, on pourrait dire que c'est vraiment au moment où tu es à la limite de céder en excentrique pour le coup. En fait, il faut se trouver entre la limite, entre l'isométrie et le passage à l'excentrique, quoi. En fonction des résultats qu'on va obtenir, par exemple sur un test de RSI, ça peut orienter ce qu'on va choisir. Est-ce qu'on va faire de l'iso-yielding ou de l'iso-overcoming? Si on prend un sprinter, le sprinter, jamais il va descendre d'une box de 30 cm pendant son sprint. Bon, bienvenue sur le 3e podcast. Dans ce podcast, on va parler performance et on va parler plus spécifiquement de préparation physique et d'utilisation de l'isométrie. C'est un régime de contraction qu'on affectionne particulièrement, je crois. Ouais, c'est clair. Et du coup, on va essayer de parler de beaucoup de choses, mais beaucoup sur le versant performance. Et donc avant, pour donner un petit peu de contexte, je pense qu'on va redéfinir les régimes de contraction et puis on va mettre un petit focus sur l'isométrie, quoi. Ok, alors l'isométrie, déjà, qu'est-ce que c'est? Si on devait rappeler un peu ce que c'est que l'isométrie, c'est un des 3 régimes de contraction principaux. Très simplement, c'est simplement une contraction où il n'y a pas de mouvement. En fait, tu contractes le muscle sans mouvement. Imagine que tu fais un curl biceps, imagine que tu cherches à lever un haltère comme ça avec ton bras et tu tiens simplement la position, tu es en isométrie parce que ton biceps se contracte sans mouvement. Les 2 autres types de contraction, les 2 autres régimes de contraction, c'est le régime excentrique et le régime concentrique. Ou dans le régime excentrique, si on reste sur notre exemple du curl biceps avec un haltère, en fait, l'haltère va être trop lourd et du coup, je vais contracter le muscle en s'étirant. C'est ça l'excentrique, c'est quand le muscle se contracte en s'étirant. Et en concentrique, c'est quand il est suffisamment léger pour que je puisse le lever et du coup raccourcir le muscle. Voilà, le concentrique, c'est quand le muscle se contracte en se raccourcissant, l'excentrique en s'allongeant. Donc ça, c'est un exemple assez simple avec le biceps. Maintenant, évidemment, les régimes peuvent... on peut très bien faire de l'excentrique sans que la contrainte soit supramaximale. C'est-à-dire sans que on ne puisse faire que freiner sans pouvoir tenir en iso, quoi. Ouais, c'est toujours des actions d'étirement ou d'allongement, mais ça peut être sur des efforts qui sont maximaux ou des efforts qui sont sous-maximaux. Si par exemple on prend un exemple de la flexion du coude, je peux très bien faire un excentrique où là il va y avoir une composante d'étirement, le concentrique où il va y avoir le raccourcissement, et puis si j'ai envie de bloquer le bras au milieu, je vais avoir mon effort isométrique. Par rapport à ça, donc là on a fait les 3 régimes de contraction classiques, donc isométrie, excentrique et concentrique, mais on a aussi un régime de contraction qui va rassembler un petit peu les 3 au final, et c'est la pliométrie, Alexis. La pliométrie, ouais, c'est un peu le régime qui intègre les 3, donc parce que la pliométrie, c'est l'idée qu'il y a un stockage et une restitution d'énergie élastique sur un mouvement. Donc il va y avoir une portion excentrique où on va freiner le mouvement, et c'est dans cette portion excentrique là qu'on va stocker de l'énergie élastique dans les tissus conjonctifs. Il y a une phase isométrique en fait qui fait transition avec la concentrique, et il y a la portion concentrique où on explose. Si on pense par exemple très simplement à un saut, quand je descends de mon saut, j'ai la portion excentrique du saut. Ensuite, il y a la transition excentrique-concentrique. La concentrique, c'est quand je vais remonter de mon saut et où je vais exploser pour sauter, quoi, tout simplement. Et justement, cette portion isométrique, elle va être entre les deux. Elle va être à la frontière entre l'excentrique et le concentrique. D'ailleurs, c'est ce que ça avait donné la méthode triphasique de Cal Dietz. Ouais. Justement, on se concentre un peu sur les 3 régimes de contraction. Et donc, c'est ça la pliométrie, en fait. Où c'est une action où il y a les 3 régimes de contraction qui sont mis dans un même mouvement. Donc là, on a l'exemple du saut, mais ça peut être l'exemple... un changement de direction, changement de direction, ça peut être en course à pied, à chaque appui, lors d'un sprint, une accélération, n'importe quoi. Enfin, la plupart des mouvements sportifs sont pliométriques, de toute façon. Et puis ça, là, on prend les exemples sur le membre inférieur, mais ça peut être du lancer, que ce soit un lancer de javelot, lancer de n'importe quoi, où il y a une action pliométrique sur le membre sup, quoi. Mais ça, c'est bien, c'est vraiment important de voir que dans
dans la plupart des mouvements sportifs, on a toujours un enchaînement des différents régimes de contraction et on fait, en tout cas très souvent, un passage de l'excentrique. On amortit une charge ou on amortit son propre corps au final, par exemple sur un changement de direction en sport collectif, etc. Si jamais on doit changer de direction, on va poser le pied au sol évidemment, ralentir la charge, donc commencer en fait, initier le changement de direction. Ensuite, on va forcément avoir une petite pause au milieu qui va être au final la contraction isométrique. Et ensuite, on va repartir. Donc là, on va réutiliser l'énergie qu'on a emmagasinée sur l'absorption de la charge pour le restituer. Donc on a vraiment ce continuum entre l'excentrique, l'isométrie et ensuite le concentrique. Là où c'est intéressant, et c'est le cœur un petit peu du podcast, c'est de se dire, même à l'intérieur de l'isométrie, parce que là on l'a assez bien simplifié en disant, en fait c'est une contraction sans mouvement apparent, mais au final, si vraiment on devait préciser l'isométrie, on pourrait aller plus loin et en le distinguant en deux sous-catégories, entre une isométrie qui est plus proche de l'excentrique et un isométrie qui est plus proche du concentrique, et c'est là où vraiment on a une histoire de continuum, quoi. Ouais, alors comme tu dis, l'isométrie c'est pas si simple, et c'est vrai qu'en définissant un petit peu au début, j'ai pris l'exemple du curl biceps où tu tiens une position, et ça justement c'est une forme d'isométrie. Ce qu'on appelle l'isométrie yielding, ou d'ailleurs c'est IMA, pardon, holding. On va définir, mais l'isométrie yielding, ou en anglais yielding ça veut dire céder, donc quand on cède à quelque chose, et l'idée c'est que si je prends mon exemple encore du curl biceps, j'ai mon haltère dans le bras, je tiens la position, en fait je suis dans une isométrie qui est orientée excentrique, c'est-à-dire que je tiens, mais si je tiens suffisamment longtemps jusqu'à ce que je puisse plus tenir, et que je puisse plus tenir l'angle, je vais forcément finir en excentrique. Mon muscle va finir par s'allonger parce que j'arrive plus à le tenir en iso. Donc ça, c'est la première version de l'isométrie, qui est une isométrie yielding, où je tiens simplement une position sur un mouvement, une position articulaire qui est donnée. Ensuite, il y a la deuxième version de l'isométrie, qui est l'isométrie qu'on dit overcoming. Donc là, en anglais, ça veut dire surmonter. Je crois qu'il dit en français, j'aime pas trop la traduction, mais isométrie surmontoire ou un truc. Un truc horriblement traduit. Je préfère dire overcoming, clairement, c'est plus stylé. Parce que surmontoire, c'est horrible. Et ouais, donc dans cette isométrie-là, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on contracte les muscles sans mouvement apparent, mais il y a cette idée de chercher à bouger un objet qui est immobile. Par exemple, tu pousses contre un mur, le mur il va pas bouger, quoi. Donc tu contractes tes muscles, certes, il n'y a pas de mouvement parce que t'es pas en concentrique, t'es pas en excentrique, mais tu restes en isométrie. Mais du coup, là c'est une isométrie qu'on va dire orientée concentrique. Et du coup c'est très différent, parce que entre ces deux types d'isométrie là, il y a une isométrie orientée excentrique et l'autre qui est isométrie orientée concentrique. Il va y avoir des intérêts différents de faire l'un ou l'autre. Et même si on pouvait reprendre par rapport à l'exemple soit du saut ou soit du changement de direction, si on voulait expliquer un petit peu où est-ce qu'on les classe au final, par exemple on va prendre le saut parce que ce sera assez simple, mais dès qu'on pose le pied au sol, on va avoir toute la phase excentrique, donc là on va avoir un étirement, une contraction sur un étirement, et ensuite, comme je disais tout à l'heure, on va avoir une petite pause isométrique, mais en fait c'est pas aussi simple, parce que entre la phase excentrique et la phase isométrique, on va avoir cette portion de yielding, donc de céder, c'est-à-dire qu'on va avoir une petite portion d'isométrie où on va céder. Ensuite, on va faire une transition de l'autre côté sur de l'isométrie en overcoming. Donc là, on va être orienté concentrique. Et ensuite, on va avoir le mouvement classique concentrique. Tout ça pour dire qu'au final, on peut utiliser une modalité d'isométrie yielding ou d'isométrie overcoming en fonction un petit peu de la phase, en tout cas du mouvement qu'on souhaite travailler. Et dans tous les mouvements, après, c'est aussi discipline spécifique, c'est-à-dire que suivant les disciplines, on va avoir plutôt un isométrie ou plutôt un régime préférentiel. Mais en tout cas, dans la plupart des mouvements sportifs, et au final de tous les mouvements plio, puisque les plios, la plio, ça reprend tous les régimes de contraction, on va avoir ces 4 modalités-là, donc excentrique, isométrie yielding, isométrie overcoming et concentrique.
Ouais, comme tu dis, en fait, dans le continuum, c'est du coup, vu qu'on a distingué ces deux sous-formes d'isométrie, il y a, si on prend, je sais pas, tu es en train de sprinter, et au moment où tu poses ton appui, bah, tu vas avoir une portion excentrique où tu vas devoir freiner le mouvement, puis une portion isométrie yielding où tu vas amorcer la transition, puis bah, forcément le mouvement, là, pendant un instant T, il va être à vitesse zéro, et il y a une inertie qui est maximale, et il va falloir rompre cette inertie pour inverser, et derrière, si tu veux, on a stocké l'énergie élastique sur la portion excentrique, du coup là, il faut la restituer. Et c'est là qu'il y a cette isométrie overcoming pendant un instant T, pendant vraiment une fraction de seconde, et derrière, un réamorçage en concentrique, où là, on va exploser, et puis dans notre exemple du sprint, on va aller vers le push-off, Mm. et on va aller vers le prochain appui. Mais, mais ouais, du coup, là où ça peut être intéressant, c'est dans tous les cas, ce qu'on sait, c'est que aussi bien l'isométrie overcoming que l'isométrie yielding sont égales d'un point de vue développement de la force. Mm. Et ça, ouais, après, ça peut être discipline spécifique, mais oui, comme Alexis dit, indépendamment de la modalité, après, il va y avoir des distinctions sur l'influence sur la fatigue ou quoi, mais il semblerait que le gain de force soit similaire. C'est-à-dire que peu importe si j'utilise une stratégie de yielding ou du coup j'utilise une charge externe et j'essaie de résister à la baisse en fait inévitable de la charge, et donc dans ce cas-là, je suis en isométrie, ou alors à l'inverse, j'enlève cette charge, mais je pousse sur quelque chose qui est impossible à déplacer. Si l'intention est portée au max, en gros, théoriquement, les gains de force sont assez similaires. Après, la question, c'est du coup de se dire quand est-ce qu'on utilise l'un, quand est-ce qu'on utilise l'autre. Pour moi, il y a différentes choses. Déjà, bon, ça, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il va y avoir la spécificité de l'activité. Parce que par exemple, si on est une discipline à dominante concentrique, et je vais prendre le vélo parce que c'est une discipline que je connais assez bien. Si on prend le vélo par exemple, on est majoritairement concentrique, on a très très peu d'excentrique, on a un petit peu de pliométrie, c'est pas connu mais il y a un petit peu de pliométrie quand même sur le coup de pédale. Mais du coup là, on a plutôt intérêt d'utiliser des stratégies, en tout cas si on veut développer la force, d'overcoming, donc d'isométrie overcoming, de surpassement, puisqu'on sait que dans tous les cas, dans le vélo, on a une composante concentrique qui est bien plus importante que la composante excentrique. Donc vraiment, après, on peut se poser la question de savoir quand est-ce qu'on met ça dans l'année, etc. Mais globalement, la spécificité de l'activité montre que l'overcoming en isométrie est plus intéressant pour le vélo. Après, outre la spécificité de l'activité, il y a aussi une question de savoir si entre les deux modalités, il y en a une qui, par exemple, influence plus la fatigue ou qui fatigue plus la tête. Et apparemment, en tout cas de la littérature sur le sujet, globalement, le yielding, donc l'isométrie orientée vers l'excentrique, induit plus de fatigue. Et en fait, ça paraît même logique puisqu'on sait que c'est orienté vers l'excentrique et que l'excentrique, c'est globalement un petit peu plus demandant physiquement, quoi. Ouais, ça crée aussi plus de dommages musculaires. J'aurais voulu revenir rapidement sur l'idée que les deux sous-types d'isométrie sont égaux au niveau du développement de la force. Pourquoi Parce que ce qui est bon de rappeler, je pense, c'est que pour développer de la force maximale, ce qui est important, c'est de recruter un maximum d'unités motrices. On se rappelle, les unités motrices, c'est les ensembles constitués par un neurone moteur et les fibres musculaires innervées. Donc voilà, comment recruter un maximum d'unités motrices. On avait la loi de Henman, bien sûr, où il faut qu'il y ait soit on fasse face à une charge lourde qui fait que notre système nerveux n'a pas d'autre choix que de recruter un maximum d'unités motrices pour surmonter cette charge lourde. Dans le cas où on est sur de l'overcoming, on a une charge qui est immobile, donc en soi la charge elle est infinie, on ne peut pas la déplacer. Donc si on a une intention maximale de production de force, on va recruter toutes les unités motrices, toutes les fibres qu'on peut. Donc ça c'est important. Maintenant, une fois qu'on a recruté toutes les fibres, ce qui est important surtout pour la force, c'est pas seulement recruter toutes les fibres, mais c'est aussi la fréquence de décharge qu'il y a au niveau des unités motrices. Tu vois. Donc c'est important qu'il y ait une intensité qui soit élevée au niveau de l'isométrie. Il me semble que c'est le recrutement spatial et le recrutement temporel. C'est ça. Et
Et du coup, ça, c'est vraiment le plus important quand on parle vraiment de force maximale. C'est d'avoir une fréquence de décharge de ces unités motrices qui soit maximale. On en avait parlé dans le premier podcast, on avait parlé de l'échec. On avait abordé l'échec par rapport à l'hypertrophie, où on avait dit que c'était important d'être proche de l'échec pour l'hypertrophie. Mais là, dans un cadre de la force max, et d'ailleurs, c'est ce que Robinson et Hall, là, dans la méta-régression de 2023, ils avaient montré, pour le coup, il n'y a pas de relation forcément entre la proximité de l'échec et la force max. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin, tu peux être loin de l'échec et développer ta force max. Ce qui est important, c'est de recruter les fibres et surtout avec un maximum de fréquence de décharge. Donc, pourquoi je dis ça ? Parce que, en fait, ça va nous permettre de justifier l'égalité qui est entre les deux. Que tu fasses de l'isométrie yielding ou de l'isométrie overcoming, du moment que l'intensité elle est vraiment importante, on aura la même adaptation d'un point de vue du système nerveux, donc les facteurs Peut-être neuronaux. pas structurel, je pense pas, mais Structurel sera peut-être différent, mais d'un point de vue purement nerveux, forcément, si on se concentre sur une intensité très élevée, on aura une fréquence de décharge importante. Et la différence qu'il y a entre l'overcoming et le yielding, c'est que en overcoming, on peut très bien forcer à 100% direct. Donc on est vraiment sur une production de force totalement maximale. Simplement, si on tient, supposons on tient une contraction overcoming 10 secondes, au fur et à mesure des secondes qu'on force au max, il va y avoir une fatigue qui va s'installer. En fait, notre 100%, il va baisser relativement. Faut s'imaginer comme un curseur où en fait, à chaque seconde qui s'écoule, c'est plus 100%, on est à 99, 98, tu vides le réservoir. Ouais. Tu vides le réservoir et en fait, l'intensité relative diminue. Mais on peut tout de suite être à 100%. Alors qu'en yielding, si tu tiens une position, t'es forcément en sous-maximal. T'es forcément une intensité qui est moindre. Et en fait, l'intensité maximale, on pourrait dire que c'est vraiment au moment où t'es à la limite de céder en excentrique pour le coup et où tu n'arrives plus à tenir. Donc ça nécessiterait de mettre vraiment lourd. Prenons un exemple. Tu prends une fente. Si tu fais une fente, un split squat, avec des haltères dans les bras, une barre sur le dos, peu importe, une charge externe lourde, il faut vraiment que ce soit... On se dit, tiens, je suis en bas de la fente, je tiens la position, on est en isométrie yielding. Mais si je veux développer ma force max là-dessus, il faut que j'ai une charge qui soit tellement lourde que je peux tenir seulement quelques secondes. 3 à 5 secondes, ouais, globalement. 3 à 5 secondes avant de céder en excentrique, là où en fait je vais venir poser le genou arrière sur ma fente par terre, quoi, où je n'arriverai pas à tenir. Donc, en fait, il faut se trouver entre la limite entre l'isométrie et le passage à l'excentrique, quoi. Mais c'est vrai qu'il est assez rapide. Il peut être assez rapide, quoi, surtout si on a une barre sur dos. Et c'est pour ça que potentiellement l'overcoming c'est aussi un super outil qui est aussi plus pratique, parce que faire du yielding extrêmement lourd, ça n'a rien de pratique du tout. Alors qu'au final, si on a les mêmes gains de force, des fois c'est plus intéressant peut-être de faire de l'overcoming, quoi. Surtout quand ils pensent, là, si on prend l'exemple de notre fente, prenons un exemple très concret, tu te mets la barre sur le dos comme si tu allais faire un squat, tu fais ta fente, donc tu es en bas d'une fente, tu es en isométrie yielding. Si c'est méga lourd, dans tous les cas, tu vas devoir poser ta barre. Enfin, je veux dire, tu vas céder en excentrique, tu vas avoir le genou au sol, et après ta barre, va falloir que tu la remontes pour pouvoir refaire une rep. Enfin, tu vois, donc... Il faut des racks. Ouais. Voilà, donc c'est déjà logistiquement, en termes vraiment pratiques, si on pense vraiment à la pratique au terrain, c'est déjà plus complexe. Maintenant, on pourrait se poser la question de quel est l'intérêt d'utiliser une isométrie par rapport à l'autre. Alors, tout à l'heure, on a brainstormé, mais là, j'ai un nouveau truc qui me vient. Mais par rapport, tout à l'heure, je disais que, effectivement, sachant qu'on a l'excentrique d'un côté, on a le concentrique de l'autre, donc le yielding d'un côté et l'overcoming de l'autre, on sait que globalement, les dommages vis-à-vis de l'excentrique sont plus importants. Donc potentiellement, les facteurs structurels, c'est-à-dire par exemple l'augmentation de l'hypertrophie, etc., seraient plus importants avec du yielding. Et des fois, sur des athlètes qui veulent juste optimiser leur performance dans leur sport, on a tout intérêt de limiter en fait l'hypertrophie et juste de favoriser les facteurs neuro, les facteurs de force, de développement de la puissance. Et du coup là, l'overcoming, ça devient une stratégie qui est hyper intéressante parce que, encore une fois, on a les mêmes gains de force,
mais pas pour la même fatigue et pas pour les mêmes dommages et probablement pas pour la même hypertrophie. Donc pour des athlètes, par exemple pour des coureurs à pied ou peu importe, où au final quand même la composante, le poids de corps reste quand même un facteur, je dirais pas discriminant, mais ça reste un facteur de performance, ça peut être intéressant d'utiliser des modalités de développement de la force qui n'induisent pas de changement structurel au niveau du muscle. Donc ça peut être une des raisons pour laquelle on utilise cette modalité-là, quoi. Alors ouais, je voudrais rebondir là-dessus. Comme tu dis, l'isométrique yielding est orienté excentrique et on sait que l'excentrique crée davantage de dommages musculaires. Déjà ça, d'un point de vue fatigue périphérique pour le coup, on en aura plus de fatigue potentiellement sur du yielding que sur de l'overcoming parce que c'est orienté excentrique, alors que sur de l'overcoming c'est orienté concentrique et donc on a moins de dommages, donc on a potentiellement moins de fatigue et on se concentre plus sur les facteurs centraux au niveau du système nerveux. Après, il y a aussi je fais cette petite aparté rapidement, mais cette distinction à faire parce qu'on a souvent tendance à se dire ok, excentrique, ça crée plus de dommages, donc c'est mieux pour l'hypertrophie. Bon, c'est pas le sujet du podcast, mais en fait, les dommages musculaires sont pas forcément un facteur d'hypertrophie parce que, enfin, on a longtemps pensé ça parce que si on a des dommages musculaires derrière, il y a une inflammation aiguë à l'intérieur du muscle, des cytokines pro-inflammatoires, mais il y a aussi une décharge une sécrétion d'hormones de croissance, donc la GH, la growth hormone, l'hormone de croissance. On a d'autres facteurs de croissance, l'IGF-1, on a une augmentation de la testostérone, sauf qu'en fait, ça, les études ont montré, on a une augmentation pendant une demi-heure, c'est-à-dire quand tu fais la séance, supposons que tu fais de l'isométrie yielding, c'est orienté excentrique, il y a des dommages, on a une augmentation des facteurs de croissance, mais en fait, ça c'est au niveau du sérum, donc au niveau sérique, dans le sérum, sauf qu'il n'y a pas de corrélation, les papiers l'ont montré, entre si tu veux, l'augmentation des facteurs de croissance dans le sérum et l'hypertrophie derrière. Parce que oui, si on se dit ouais, il y a une sécrétion d'hormones de croissance, il y aura de l'hypertrophie derrière, mais ça, pas forcément pour le coup. À part si c'est en supraphysiologique. Voilà, mais là, c'est un autre. Ouais, là on parle de dopage, donc c'est autre chose. Limite, t'as même pas besoin de t'entraîner, ça suffit pour induire de l'hypertrophie. Donc voilà, les dommages n'induisent pas forcément de l'hypertrophie. Ouais. Sachant que, comme je disais, il y a une inflammation aiguë qui est liée aux dommages au niveau musculaire et donc libération de cytokines pro-inflammatoires. Et ça, on sait que ça vient inhiber un petit peu, sans rentrer dans les détails ultra complexes, mais au niveau des voies de signalisation cellulaire, en gros au niveau de ce qui va déclencher l'hypertrophie dans le muscle, ça vient inhiber un petit peu. Donc tu vois, au final, les dommages musculaires n'induisent pas forcément d'hypertrophie. Mais c'est clair que l'isométrie yielding induit probablement plus de fatigue. Et vu que nous, là, on est sur une idée de force maximale, c'est pas forcément la fatigue qu'on va induire. Et ça, d'ailleurs, ça me fait repenser justement à la méta-régression de Robinson, là, et collaborateurs, où justement, tu sais, la relation, elle était plate entre la proximité de l'échec et la force max. Donc ça veut dire que tu peux avoir très peu de fatigue induite et donc être loin de l'échec et développer autant de force max que si tu es proche de l'échec. Et donc au final, ouais, on peut très bien chercher, surtout dans le contexte d'un athlète à plus ou moins haut niveau, en saison, où il y a déjà beaucoup de fatigue générée par la pratique du sport, par le travail d'autres qualités physiques, en prépa physique à côté, etc. On peut vouloir chercher à développer la force max dans des modalités qui induisent le moins de fatigue possible. Ouais, on pourrait très bien, dans une logique de planification et de périodisation même au sein de l'année, on pourrait très bien se dire, hors saison, de toute façon, on n'a pas les échéances principales, donc on peut se permettre peut-être de développer d'autres modalités, peut-être du yielding, peut-être de l'excentrique, peut-être autre chose. Et par contre, en saison, on sait que la contrainte globale, la charge d'entraînement, etc., les compétitions vont faire que mon athlète aura probablement pas autant de fraîcheur, mais doit quand même maintenir ses qualités d'explosivité. On en reviendra juste après sur l'isométrie, mais ses qualités d'explosivité, ses qualités de puissance, ses qualités de force. Et du coup, si on a des modalités qui induisent pas tant de fatigue que ça, comme l'overcoming, mais qui permettent de maintenir la force max, on a tout intérêt de le faire, quoi.
Et deuxième, tu reprends la parole, mais deuxième, Vas-y. Poursuis. deuxième chose, c'est que non seulement ça permet de maintenir, enfin l'overcoming isométrie permet de maintenir la force et même de la développer, mais ça permet aussi de maintenir les qualités d'explosivité chez l'athlète, quoi. Tu vois, Ouais, clairement. Je voudrais revenir sur cette notion d'explosivité rapidement, juste pour redéfinir un petit peu. Ce qu'on appelle l'explosivité, c'est en anglais, dans les termes techniques bioméca, c'est le RFD, donc Rate of Force Development, qu'on traduit en français par le taux de développement de la force. Et taux de développement de la force, c'est simplement la vitesse à laquelle on va développer la force, tout simplement. Donc ça, c'est pas... tu vois, quand on parle d'explosivité, c'est vrai qu'on a tous cette idée de je fais un saut, mouvement. je sprint, un mouvement qui est explosif, Ouais. un mouvement qui est rapide, en gros. Sauf que l'explosivité, c'est justement cette capacité à développer de la force rapidement. Et donc, il faut s'imaginer la courbe force-temps, en fait. À la base, c'est ça. La courbe force-temps, c'est... Imagine, là, je produis aucune force, je suis à l'instant zéro, j'ai aucune force, je me mets à produire de la force. Quand est-ce que je vais atteindre le pic de force que je cherche à générer? Et le temps que je vais mettre entre les deux, ça va être ça, mon explosivité. Et donc, c'est le temps que je mets à atteindre un pic de force depuis un point zéro. Donc en gros, sur la courbe force-temps, c'est la pente de la courbe. Et plus C'est une grandeur physique de toute façon. Donc ça, c'est explosivité. Et du coup, l'explosivité, elle n'est pas dépendante d'un régime de contraction. Donc c'est pas forcément dans l'image qu'on s'en fait, un saut, un truc explosif, dynamique. L'explosivité peut très bien se travailler sur de l'isométrie. Et parce que sur l'isométrie, en fonction de l'intention qu'on va mettre dans notre isométrie, on peut développer l'explosivité. D'ailleurs, on en avait parlé dans le premier podcast, là. Si, on avait parlé dans le premier podcast. Mais on avait dit que l'explosivité, c'était pas une qualité qui se travaillait à un certain pourcentage. En fait, on peut travailler de l'explosivité à n'importe quel pourcentage, on va dire, de 1 RM ou peu importe. On peut travailler de l'explosivité sur 100%, comme on peut travailler de l'explosivité sur 85%, 90%, peu importe. En fait, vraiment, et Alexis l'a très bien expliqué, mais c'est vraiment la relation entre la production de force et le temps. Donc c'est vraiment la production de force sur une différence de temps. Donc même en isométrie, par exemple, on est capable de travailler l'explosivité, c'est-à-dire travailler cette espèce d'exponentielle de force, donc cette capacité à produire un maximum de force ou un certain pourcentage de force. Parce que par exemple, le RFD, on a le RFD jusqu'au plateau de force maximale, mais on a aussi le RFD 200 millisecondes. Enfin, on a en fait différents ranges de temps où tu vas développer un certain pourcentage de force, quoi. Et du coup, l'isométrie, on peut très bien travailler l'explosivité à partir de l'isométrie, et c'est juste une question d'intention et de développement de la force, quoi. Ouais, j'aurais voulu revenir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure, sur en fait l'intérêt dans l'activité de quand on prend le calendrier d'un sportif où il faut maintenir plusieurs qualités et éventuellement utiliser plus l'overcoming en saison pour avoir une modalité qui induit le moins de fatigue, etc. Je repense à ça parce que faudrait qu'on parle aussi un peu du RSI. Parce que tu vois, justement, qu'est-ce qui fait qu'on va utiliser plus l'overcoming ou le yielding? Ça peut dépendre aussi du testing, en fait, de ce qu'on va évaluer. Le RSI, c'est quoi? C'est le Reactive Strength Index, donc l'indice de force réactive en français. Et ça, en fait, c'est concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est la force, c'est le temps de vol, supposons le test sur un saut, le temps de vol divisé par le temps qu'on passe au sol. Et en fonction de ça, on va dire que c'est un peu la donnée objective de l'explosivité. Ouais, puis de la Plio. En gros, c'est un indice qui permet d'observer le passage entre l'amortissement, l'absorption et la restitution. Donc l'excentrique et le concentrique, c'est ça en fait. C'est ça. C'est-à-dire que d'une part, on a le RFD qui purement biomécaniquement va nous permettre de déterminer à quelle vitesse j'arrive à développer de la force, indépendamment du régime de contraction, de la charge, etc. Et puis on a le RSI où tu dis, comme tu disais, ça mesure plus le côté plio, où est-ce que je m'écrase, etc. Et en fait, ce qui est intéressant avec le RSI, c'est que
en fonction du résultat que j'obtiens, supposons on a dit c'est un temps de vol divisé par un temps de contact au sol. Donc forcément, quand on va tester ça, si par exemple on a un RSI, je sais pas, de 0,5, il y a plusieurs combinaisons de temps de vol et de temps de contact au sol qui vont mener à 0,5, vu que c'est une simple division. Et en fonction, déjà, donc ça veut dire que pour un même RSI, on peut manipuler les deux paramètres, quoi, les dénominateurs. C'est ça. Mais supposons qu'on a, par exemple, pour un même RSI de 0,5, il y en a un où, en fait, c'est le temps de contact au sol qui va être trop long, et l'autre, ça va être le temps de vol qui est trop court. Si le temps de contact au sol est trop long, ça veut dire que tu t'écrases trop au sol et que donc sur un saut, tu n'arrives pas à amortir rapidement, à contrôler l'excentrique et tout de suite repartir. Et l'autre, si le temps de vol est trop court, ça veut dire qu'il saute pas haut, parce que si tu sautes haut, tu passes forcément plus de temps en l'air. Donc si tu sautes pas haut, tu passes moins de temps en l'air. Et donc, en fonction des résultats qu'on va obtenir, par exemple sur un test de RSI, ça peut orienter la façon, ce qu'on va choisir. Est-ce qu'on va faire de l'ISO yielding ou de l'ISO overcoming? Et ça, c'est vraiment hyper intéressant parce que on a des critères classiques il me semble que le RSI c'est entre 1,5 et 2,5 quand même. Et on a des critères en mode si t'es au-delà de 2, c'est bien, t'es raide, machin. Et si t'es en dessous, t'es pas raide ou quoi. Mais ça te donne pas trop d'indicateurs en mode qu'est-ce que tu dois travailler, comment au final tu l'as cet indicateur. Est-ce que t'as un temps de contact long, mais derrière t'es capable de sauter très haut. Au final, ça veut dire que tu utilises probablement une stratégie avec beaucoup de flexion de genoux où tu viens t'écraser. Et derrière, t'as une bonne hauteur de saut, mais au final, c'est pas forcément ce que tu recherches. Et quand t'as juste la donnée du RSI, en fait, ça te donne pas trop d'indicateurs sur ce que tu dois travailler. Mais si derrière, tu arrives, comme disait Alexis, à distinguer un petit peu le temps de contact au sol, qui est au final le proxy de la contrainte excentrique, et le temps de vol ou la hauteur du saut, qui est un proxy pour la phase concentrique, derrière, tu es capable de dire, moi, ce serait plus intéressant d'aller chercher des modalités comme l'overcoming, parce que j'arrive pas à sauter haut derrière, quoi. Après, j'en ai parlé tout à l'heure, mais ça va aussi... faut faire attention aux tests. Il faut faire attention aux tests et il faut aussi faire attention à l'activité. Parce que, imaginons que je fasse un test RSI. Donc, le test RSI, il faut savoir que c'est des sauts au sol. C'est drop jump. C'est drop jump. C'est drop jump. Drop jump, dev jump. Ouais, c'est ça, à chaque fois. C'est trop chiant, ça. Mais faut savoir qu'on va augmenter la hauteur du saut de base, de départ. Et c'est quasi certain qu'à un moment donné, l'athlète finira par compenser. Mais il faut bien retenir qu'il ne faut pas trop s'éloigner de la spécificité de l'activité. Parce que, par exemple, si on prend un sprinter, le sprinter, jamais il va descendre d'une box de 30 cm pendant son sprint. Ça veut dire qu'on va commencer à retrouver des angles articulaires qui vont pas être représentatifs. Et si on commence à se dire, là sur le RSI tu t'écrases, du coup on va travailler le yielding pour justement contrebalancer ça, faut se dire, mais est-ce que au final c'est pas ton test qui est pourri, quoi. Peut-être ça va dépendre du test. Peut-être qu'au final ton test il est juste pas représentatif. Donc après, je dis pas d'être malade au niveau des tests et essayer de répliquer au maximum les angles ou quoi, mais d'être assez proche quand même et d'être capable de se dire, ça c'est représentatif et si vraiment il s'écrase, c'est que là il y a un problème et on doit le travailler. Là, ok. Après, seconde chose, c'est aussi en fonction de, et je l'ai dit tout à l'heure, la spécificité de l'activité. Mais si par exemple moi j'ai un cycliste, je sais que la composante excentrique, il en aura probablement pas trop besoin. Par contre, la composante overcoming et concentrique, il va en avoir énormément besoin. Et donc là, j'ai tout intérêt à développer cette qualité-là, quoi. Ouais. Et je rebondis sur cette notion de spécificité de l'activité, où tu disais, pour justement orienter la façon dont tu as réalisé le test de RSI, c'est que, supposons on est dans un sport co, en sport co où on a des changements de direction, je sais pas, tu prends le foot par exemple, tu es à pleine vitesse, tu dois changer de direction pour aller dans une direction opposée, ça va dépendre du changement de direction en question, mais enfin sur le terrain c'est ce qu'on peut voir. Forcément tu vas, sur le changement de direction, c'est une action pliométrique, tu vas chercher à changer de direction, donc tu vas freiner en excentrique, tu vas avoir cette transition excentrique-concentrique donc en ISO,
puis tu vas devoir repartir en concentrique, exploser dans l'autre direction vu que tu changes de direction. Mais vu que tu changes de direction, tu vas avoir des angles de flexion de genou qui vont être plus importants que si on compare à de la course à pied. Ou de la course à pied, à chaque fois que tu poses un appui, en termes de flexion de genou, tu vas avoir 20-30 degrés de flexion de genou. Donc en fait, le test de RSI est donc justement cette capacité à force réactive ou à rebondir, à notre capacité pliométrique. Il faut que le test soit dépendant de ces angles de genoux par rapport à l'activité. Donc dans le cas de notre exemple en sport co, il faudrait faire un test de RSI où en fait, pour rappeler, parce que je crois qu'on ne l'a pas défini, mais sur le drop jump ou le dev jump pour le coup, drop, on fait un petit peu la distinction pour qu'on soit d'accord, mais drop jump, il me semble que c'est juste pour rappel, c'est juste une chute. Donc vu que drop c'est la chute, donc c'est juste quand tu es sur une box en hauteur et que tu atterris en bas mais tu rebondis pas. Et le dev jump, c'est un saut en profondeur, en contrebas du coup. Donc là pour le coup il y a cette notion de rebondir après. Mais dans les deux cas, donc drop jump, on est en hauteur, on saute, on amortit en bas. Alors que dev jump, c'est pour le coup c'est le test rebond, du RSI où on est sur un support en hauteur et donc là justement on va moduler la hauteur pour le test et on rebondit en bas en concentrique pour faire un saut le plus haut possible et avec le temps de contact au sol le plus court. Et donc si on est sur notre exemple en sport co, vu que les angles de flexion de genoux sont plus importants, on va se dire ok, le test de RSI, le saut en contrebas, il faut que je sois sur un support qui soit plus haut. Parce que si je suis sur un support plus haut, je vais fléchir plus les genoux en bas. Et donc, ce sera plus représentatif de ce que je produis sur le terrain. Alors que sur la course à pied, où les angles de flexion de genoux sont beaucoup plus faibles, et où du coup, il y aura plus une stratégie au niveau de la cheville qu'au niveau du genou, sur la plio, là, on peut se dire, le test de RSI, je vais juste le faire sur un banc ou sur un 20-30 cm de contrebas, quoi. Avec un... Donc déjà, voilà, il va y avoir la spécificité du test au regard de l'analyse de l'activité. Ça, c'est important. Et après, il y a l'interprétation du RSI. J'ai une petite anecdote juste par rapport à ça. Sur le test RSI, pour dire à quel point aussi la spécificité de l'activité et même l'expérience de l'athlète dans le test a de l'importance, mais sur les tests de death jump, normalement, si tu vas chercher beaucoup plus de flexion de genou, tu es capable de décoller beaucoup plus haut en termes de hauteur de saut, ce qui paraît logique puisque tu descends, donc tu t'amortis bien, tu prends le temps, donc évidemment les temps de contact au sol sont relativement longs, mais par contre derrière, théoriquement, tu es censé être capable de vraiment sauter très haut. Parce que tu as une contribution... si tu as moins de flexion de genou, tu as une contribution relative de la cheville qui est plus importante. Je vais y venir, Voilà, vas-y, je te laisse. Et en fait, théoriquement, quand même, quand tu as une contribution du genou, tu peux quand même décoller assez haut. Et de la hanche, du coup. Ouais. Et en fait, tu t'aperçois chez les athlètes de course à pied, et j'avais testé même un haut niveau élite, en fait, il avait des hauteurs de saut en raideur cheville, donc c'est-à-dire que juste en utilisant la cheville et sans utiliser le genou, qui était similaire à ce qu'il faisait avec le genou, quoi. Donc en fait, tu vois que l'expérience d'un athlète et même la spécificité de l'activité, parce que en course à pied, au final, on a très peu de flexion de genou et on a beaucoup de cheville, influence aussi l'athlète en lui-même. Et tu peux avoir des records. Moi, j'ai déjà vu ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais j'ai déjà vu des 30 cm en raideur de cheville et des 30 cm en squat jump classique, quoi. Pour montrer à quel point on peut pas compenser le test, mais exacerber des qualités dans l'activité, quoi. Ouais. Et pour revenir justement sur cette interprétation du RSI, alors déjà oui, c'est dépendant de l'activité et du profil de la personne, parce que comme tu dis, si tu es en course à pied, tu auras peut-être plus tendance à avoir de la raideur au niveau du tendon d'Achille, au niveau de... on va pas réduire qu'au tendon d'Achille, mais au niveau plus toutes les structures autour de la cheville, alors que en sport co, ce sera plus une raideur un peu mixte, davantage autour même du tendon patellaire, du genou, tout ça. Mais c'est clair qu'en fonction du sport, du profil, du niveau, etc., tout ça, ça va orienter la performance sur le test. Mais derrière, en fonction du RSI, justement, on va pouvoir choisir dans l'entraînement, est-ce qu'on va faire de l'isométrie overcoming ou de l'isométrie heading.
Pourquoi ? Parce que si sur un même RSI, on est limité par le fait qu'on a un temps de contact au sol qui est trop long, tu disais tout à l'heure, ça veut dire qu'on va trop s'écraser au sol. Et si on s'écrase trop au sol, ça veut dire qu'on maîtrise mal l'excentrique et du coup l'isométrique qui est orientée excentrique et yielding. Et c'est là-dessus qu'on va avoir du mal. Alors que de l'autre côté, si mon RSI il est limité parce que juste je saute pas haut et que du coup j'ai un temps de vol qui est réduit, là je vais être plutôt limité sur la partie concentrique où je restitue l'énergie élastique, où j'explose, il y a plusieurs composantes. Il y a la restitution d'énergie élastique, mais aussi ma capacité à juste produire de la puissance au niveau musculaire. Mais du coup, c'est ça qui va me limiter. Donc, dans un cas, je pense qu'on est d'accord là-dessus, mais dans un cas, si le temps de contact au sol est trop long, je vais pouvoir améliorer mon RSI en me concentrant sur l'isométrie yielding et du coup en améliorant ma capacité à passer moins de temps au sol via une meilleure force excentrique et yielding, isométrie yielding. Et dans l'autre cas, ma capacité à mieux exploser et du coup avec de l'isométrie overcoming. Parce que j'ai du mal, moi j'ai du mal à me dire comment, en faisant par exemple de l'isométrie yielding, tu serais capable d'améliorer ta hauteur de saut derrière. Donc, tu vois, moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment une spécificité dans l'isométrie qui te permet d'avoir un gain bien spécifique. Pour moi, l'overcoming et le fait que ce soit orienté concentrique, ça peut que améliorer ta capacité à sauter haut, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que c'est assez intéressant et on doit vraiment aussi réfléchir par rapport au transfert sur l'amélioration du RSI au final. Ouais. Ok, donc là on a vu cette notion de comment choisir concrètement dans l'entraînement. Est-ce qu'on fait de l'ISO overcoming ou de l'ISO yielding en fonction d'un test, le RSI, ça va nous permettre d'orienter derrière l'entraînement. Maintenant, à l'entraînement, comment on va orienter le truc ? On a dit que les deux, que ce soit yielding ou overcoming, dans tous les cas, à partir du moment où les paramètres de charge sont bien orientés, les deux sont similaires en termes de gain de force. On peut gagner autant de force sur l'un ou sur l'autre. Mais on a vu qu'il y avait des critères qui permettaient de choisir l'un ou l'autre. Maintenant, quand on va aller à l'entraînement, supposons, tiens, on met de l'ISO overcoming. Comment tu vas concrètement mettre en place un exo là-dessus ? Moi, je peux complexifier autant que tu veux. Hein. Alors après, ça dépendra vraiment de l'objectif de séance. Si on prend le squat par exemple, pour faciliter quoi. Tu veux rentrer dans les détails de potentiation ou pas ? Ah, on peut, ouais. Oui, il y a plusieurs applications, c'est vrai qu'il y a la potentiation. Moi, si j'ai un athlète en saison, très classiquement, je prends un mouvement qui est polyarticulaire, donc souvent le squat ou le soulevé de terre ou quoi. Même pour, par exemple, les cyclistes, je peux faire de l'overcoming en soulevé de terre, simplement parce qu'on a aussi le tirage haut du corps et sur le vélo, c'est aussi important d'avoir cette capacité de tirage là. Et ensuite, je ferai un temps sous tension global, donc sur l'exercice au complet, donc sur on va dire d'une vingtaine de secondes, redécoupé en différentes séries. Parce que moi, je pense qu'au-delà de 20 secondes à très très haute intensité, au final, on a épuisé un petit peu notre potentiel de développement de la force. Après, au-delà, ça commence à faire beaucoup. Mais déjà, à 20 secondes, ça fait du 4 x 5 secondes déjà. 4 x 5 secondes, ce qui donne 20 secondes en temps sous tension totale. Ce qui est déjà relativement énorme. Si vraiment l'intention, de toute façon, elle est poussée au max du max, que par exemple, tu es sous un rack, sous des pins de squat, où tu vas vraiment pousser à l'intention maximale 5 secondes, il faut savoir que quand même nerveusement c'est assez contraignant et assez difficile. Et une fois que ce serait fait, je passerai sur de la modalité classique et ensuite sur de la pliométrie pour réintégrer. Et je pense que ça aussi c'est un concept qui est intéressant, c'est de continuer à maintenir la qualité, en tout cas si par exemple on veut continuer à améliorer le RSI, de quand même évidemment mettre un focus sur ce qui nous intéresse, que ce soit de l'overcoming ou du yielding, et ensuite de réintégrer ça sur de la pliométrie pour pas perdre cette qualité là quoi. Mais globalement oui, je prendrais juste un mouvement polyarticulaire en overcoming et je ferai environ 20 secondes réparties en différentes séries, pourquoi pas en cluster aussi,
Ouais, ça c'est puis voilà, important. quoi. Ouais. Ouais. Ouais, en cluster, on rappelle juste pour le cluster, c'est l'idée de découper un effort en plusieurs efforts Mm. Ouais, je peux de faire moindre durée. on va dire trois séries de 3 plus 3 plus 3, c'est-à-dire 3 secondes plus 3 secondes plus 3 secondes. Et ça, tu peux le répéter, on va dire, donc là ça fait un temps sous tension de 9 secondes, tu peux le répéter sur 3 séries en gros, et là déjà ce sera relativement bien. Et pourquoi on utilise le cluster? Bah, encore une fois, pour maintenir la qualité, et aussi parce que ça on l'a pas dit, mais en gros, quand tu développes de la force en overcoming, on l'a dit, tu as le RFD, donc tu as ton exponentiel de force, et puis à un moment donné, tu arrives sur ton plateau de force, et globalement, le plateau de force, il arrive très rapidement, il arrive autour de, on va dire, 2 secondes, peut-être 3 secondes, mais du coup, ça pose la question de se dire, bah, est-ce que vraiment, si je développe la force, j'ai tout intérêt, enfin, est-ce que j'ai vraiment intérêt à aller jusqu'à 7 secondes? Je sais que sur les protocoles classiques de développement de la force, les gens vont jusqu'à des fois 7 secondes, mais au final, tu as déjà atteint ton plateau de force, donc est-ce que c'est pas plus intéressant Ça de... diminue déjà même. Ouais, ouais. Du coup, bah, tu te dis, bah, autant faire plusieurs fois 3 secondes sur des intensités qui sont maximales plutôt que faire 7 secondes. Et c'est pour ça que le cluster, c'est aussi intéressant, c'est-à-dire que tu redécoupes et au moins tu sais que l'intention à chaque fois, elle est maximale, quoi. Ouais, c'est-à-dire que sur un effort de 7 secondes, tu as déjà atteint ton pic, puis ça commence déjà à redescendre la force que tu arrives à produire. Alors que si tu fais des efforts découpés de 3 secondes, Mm. en fait, tu vas avoir plusieurs fois ce pic et du coup, tu vas passer plus de temps au pic. Mm. Enfin, sur la force maximale que tu arrives à produire. Donc concrètement, si tu arrives à passer plus de temps sur la force maximale que tu arrives à produire, Mm. derrière, c'est le meilleur moyen de la développer, quoi. C'est de passer un certain temps sous une Ouais. tension maximale. Adaptation spécifique à la Voilà, demande. c'est spécifique. Et d'ailleurs, en reparlant, tiens, ça me fait penser à ça, mais en reparlant de la spécificité, parce que tu disais tout à l'heure, je prends un exo polyarticulaire et je fais un 20 secondes de tension totale, on parle de Ouais, cluster et tout ça, mais concrètement, sur la modalité de l'exo, il y a aussi faut reprendre par sur rapport à les angles. l'activité, une spécificité au niveau des angles que tu vas choisir. Ouais, bien sûr. Bah, pour ceux que ça intéresse, on mettra un lien, je pense, mais il y a comment, je crois qu'il est entraîneur, mais aussi chercheur, il me semble qu'il est doctorant même, qui s'appelle Alex Natera et qui fait justement de l'isométrie spécifique pour les coureurs à pied. Et globalement, à chaque fois, les angulations, c'est des angulations qui sont spécifiques au sprint. Donc par exemple, si on veut faire de l'overcoming sur les ischio-jambiers, eh ben, on va avoir de l'isométrie sur le talon pour les ischio-jambiers avec une flexion légère de 30 degrés pour justement répliquer en fait au moment où le pied va toucher le sol, on va être environ à une intensité, une angulation d'environ 30 degrés et du coup il essaie de le répliquer. Et d'ailleurs il le fait sur des modalités qui sont de yielding ou d'overcoming, c'est-à-dire que bah, des fois ça va être avec de la charge et des fois ça va être en poussant avec de l'intention contre une charge qui peut pas se déplacer, quoi. Donc l'angulation, effectivement, elle est importante. Et c'est là aussi où il y a une notion d'analyse de l'activité. Il faut savoir à peu près les angulations où on a une production de force maximale dans l'activité pour pouvoir la travailler. Par exemple, en vélo, on sait très bien que le moment dans le cycle de pédalage où on a une production maximale de force, donc ça c'est vraiment la force intracycle dans le cycle de pédalage, on peut le voir avec des capteurs de force intégrés directement au pédalier, sans rentrer trop dans les sujets. Et en gros, après, on peut se dire, bah, quelle est l'angulation de mon genou au moment où j'exprime un maximum de force, et cette angulation de genou, après, on peut la répliquer en salle et dire, bah là, nous, on va travailler spécifiquement à cette angulation-là, puisqu'on sait que dans l'activité, c'est là où on exprime un maximum de force. Donc, oui, franchement, il y a énormément d'intérêt d'aller chercher un petit peu l'analyse de l'activité, quoi. Mais ouais, par rapport à ça aussi, sans rentrer forcément dans les détails, parce que je pense que ce sera plutôt l'objet d'un autre podcast, mais faut rappeler qu'il y a une spécificité du développement de la force. Ça dépend de plein de paramètres, et puis après, quand on parle de spécificité, ça revient à l'analyse de l'activité, parce qu'on doit se poser la question de comment la force s'exprime dans notre sport, et en fonction des patterns et les mouvements qu'on fait. Mais du coup, par rapport à l'isométrie, pourquoi c'est hyper important d'avoir les angles qui sont spécifiques à notre activité? Si on est en course à pied, peu d'angles de flexion du genou. Si je veux travailler sur les extenseurs du genou,
je vais pas le faire enfin tu vois, si tu dis on va faire de l'isométrie overcoming sur un squat, tu vas le faire plutôt dans des angulations de quart de squat en overcoming plutôt que de te mettre tout en bas et faire un overcoming tu vois, avec les genoux complètement fléchis. Pourquoi ? Parce que on sait que les gains d'isométrie, et ça il y avait la méta-analyse de, je crois, Oranchuk en 2019, et plein de papiers là-dessus, mais qui montrait que justement les gains de force spécifiques en isométrie sont spécifiques à l'angulation à laquelle on se trouve. Et que du coup, si tu fais de l'isométrie à 30 degrés de flexion de genou, tu vas surtout gagner en force à 30 degrés de flexion de genou, mais tu vas pas gagner en force sur plus de degrés, plus de flexion de genou. Par contre, je crois que l'inverse est vrai aussi. Enfin, l'inverse, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que si tu travailles avec un genou plus fléchi, ça va se transférer davantage le gain de force sur des angles plus faibles. Enfin bon, là, on rentre dans des trucs complexes, mais c'est important d'avoir de la spécificité. Surtout pour le développement des qualités de production de force vraiment max. À un moment donné, la relation tension-longueur t'explique qu'il y a des angulations où tu es naturellement plus fort et tu as plutôt intérêt justement de capitaliser là-dessus et de dire moi, mes mouvements, je vais les faire sur ces angulations-là parce que je sais que j'ai une production de force max et qu'en plus, ça va probablement bien se transférer à l'activité, quoi. Yes. Et écoute, je crois qu'on a dit pas mal de choses. On a parlé des différents types d'isométrie, on a parlé de plio, de continuum, de tout ça. On a parlé de RSI, de comment choisir RFD, de comment choisir l'un, l'autre, comment structurer. Il y a beaucoup de choses quand même. Donc, je pense qu'on a vu pas mal de trucs. Je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, ce qui nous intéresse serait éventuellement d'avoir vos retours. Si vous avez des questions aussi sur l'isométrie, sur tous ces sujets-là. Parce que là, on a abordé l'isométrie sous le versant de la performance. Mais il y aurait plein d'autres perspectives par lesquelles on pourrait aborder l'isométrie. Donc posez vos questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo et on en tiendra compte et puis on pourra éventuellement pour les prochains podcasts. On a déjà pris en compte vos premiers commentaires et du coup on essaie d'améliorer à chaque fois le format. Bon écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On se retrouve dans le prochain podcast. Salut.